On va démarrer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie au nom de la Fondation d'être venus si nombreux ce soir pour assister à notre jeudi, notre nouvelle session du jeudi. Donc je fais un petit rappel, une petite présentation des missions de la Fondation Rovaltin. Alors la Fondation Rovaltin, c'est une fondation de coopération scientifique qui a pour mission de produire et de diffuser des connaissances scientifiques sur des enjeux dans la thématique santé-environnement, des enjeux d'actualité. Et avec ces jeudis de la Fondation, on vous propose tous les 2 mois, de faire le point sur un enjeu important, qu'on va juger important, et de vous présenter l'état des lieux des connaissances scientifiques à l'instant T. Alors voilà, c'est en perpétuelle évolution, comme la recherche, mais à l'instant T, l'état des lieux des connaissances scientifiques. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aborder le thème de l'antibiorésistance et des enjeux pour la santé humaine, vétérinaire et pour l'environnement. En effet, depuis la découverte de la pénicilline en 1928, l'utilisation des antibiotiques a permis de faire reculer de manière considérable les mortalités dues aux maladies infectieuses. Mais l'utilisation, comme vous savez, massive et répétée des antibiotiques a aussi fait émerger une problématique qui est celle de l'antibiorésistance, donc la résistance des bactéries et des microbes aux antibiotiques, qui ne sont plus sensibles au traitement. C'est aujourd'hui un enjeu majeur pour la médecine du XXIe siècle que de résoudre cette problématique, puisque la Commission européenne estime qu'à l'heure actuelle, il y a environ 25 000 décès annuels qui sont en Europe, qui sont dus aux maladies infectieuses qu'on ne peut pas traiter par les antibiotiques, et les projections, alors qui sont assez alarmantes, estiment à plusieurs millions de morts annuelles dans le monde dues à la non-efficacité des antibiotiques. Comme vous le savez sans doute, tout le monde se rappelle de la campagne d'information française des antibiotiques, c'est pas automatique. Les pouvoirs publics sont très concernés par cette problématique depuis des années. La campagne, c'était 2002, je crois. Donc, ça fait des années qu'on nous rabâche qu'il faut trouver une solution à cette problématique de l'antibiorésistance. Et donc, on s'est dit qu'il était temps aujourd'hui de faire un point sur cette thématique. Donc, on accueille le professeur Christian Brun-Buisson, qui est délégué ministériel à l'antibiorésistance, qui va nous présenter la problématique sous les aspects humains et vétérinaires principalement. Et Marion Wittecotte, qui est de la Tour du Valat, donc c'est l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, qui, elle, va nous parler de cette problématique dans le milieu naturel, dans l'environnement. Donc, je laisse la place à M. Brun-Buisson, qui peut ou non monter sur l'estrade. Vous avez le pointeur ici, si vous voulez. Soit vous montez, oui. Décaler de... Bien, merci beaucoup. Et je voudrais également vous remercier de m'avoir invité à parler de ce sujet qui est effectivement un sujet de préoccupation importante depuis pas mal d'années, mais qui prend une ampleur grandissante. J'espère ne pas provoquer de panique en faisant la revue de ce qui se passe dans le domaine de l'antibiorésistance, mais vous allez voir qu'il y a quand même des préoccupations très très sérieuses. Alors en effet, comme il vient d'être dit, le premier antibiotique à avoir été trouvé, c'est Sir Fleming, donc en 1928, qui a découvert la pénicilline parce qu'il avait laissé des boîtes de pétri où on fait pousser les bactéries, les petites boîtes là. Et donc vous voyez du staphylocoque, et puis il y avait pendant le week-end un champignon qui s'est déposé sur la boîte, et quand il est revenu, il a dit tiens, c'est bizarre, autour de ce champignon, les bactéries ne poussent plus. Et donc il a trouvé que par la suite, on a pu montrer qu'il s'agissait effectivement d'un pénicillium qui produisait de la pénicilline qui était extraite ensuite. Mais la première chose qu'il faut absolument que vous gardiez à l'esprit, que vous savez probablement, c'est que les bactéries sont bien plus anciennes que nous et qu'on en trouve effectivement dans des endroits où on pensait qu'éventuellement il n'y en avait pas, comme par exemple dans les calottes glaciaires, et où à l'évidence personne n'a jamais administré d'antibiotiques avant que l'on fasse ces prélèvements. Et donc il y a des bactéries bien avant nous. Ces bactéries produisent des antibiotiques dans la lutte entre espèces bactériennes. Et on peut estimer que, vous voyez, ça, ce sont des antibiotiques qui sont très
utilisés, très anciens déjà. Et vous voyez, on estime qu'ils sont apparus probablement sur la Terre des millions d'années, il y a des millions d'années. Et par conséquent, qui dit antibiotiques produits par des espèces microbiennes dit qu'il y a de la résistance, certaines bactéries étant capables de vivre ou de survivre à côté de celles qui vont produire les antibiotiques. Et on estime que les principales enzymes qui sont capables de détruire les pénicillines, les bêta-lactamases, datent en réalité de 2 milliards d'années. Le monde est un monde bactérien. Et il y a beaucoup plus de bactéries dans le monde qu'il n'y a d'humains. Elles sont partout. L'antibiorésistance donc préexiste à l'apparition des antibiotiques et de très très loin avant qu'ils soient utilisés en thérapeutique. Mais la sélection et la diffusion de ces résistances est favorisée par ce qu'on appelle la pression de sélection qui est provoquée par les traitements antibiotiques. Et cette antibiorésistance va pouvoir se répandre, et c'est répandu déjà, effectivement, dans l'environnement et les espèces animales. Et Marion Victor va vous expliquer comment, sûrement, ces espèces animales peuvent véhiculer de la résistance bactérienne. Mais il faut quand même dire très clairement que c'est d'abord l'activité humaine qui est responsable de l'expansion de la résistance. Alors, maintenant, on commence à percevoir les interactions entre les différents secteurs. Ça, c'est une diapo qui est empruntée au Centre de contrôle des maladies européennes pour expliquer que la résistance, les bactéries et donc la résistance circulent entre les humains, entre le monde humain, entre le monde animal, que les humains se promènent et transportent des bactéries avec eux, qu'il y a une amplification possible dans le milieu de soins et que tout ça fait des interactions qui sont complexes, mais qui expliquent en grande partie ces phénomènes de résistance qui diffusent. Et donc maintenant on parle du concept One Health, pour une seule santé, un monde, une seule santé, pour bien indiquer qu'il y a des relations fortes entre ces différents secteurs et qu'elles expliquent ce que l'on observe en partie. Donc, bien retenir que les bactéries sont bien anciennes, très anciennes. Pour ce qui est de l'effet de l'antibiotique, des antibiotiques lorsqu'ils sont administrés à des humains ou des animaux, ce sont des antibiotiques qui sont généralement administrés par voie systémique, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser dans l'organisme, et l'organisme est porteur lui-même d'un nombre important de bactéries qu'on appelle des flores commensales normales. Nous hébergeons des bactéries dans le tube digestif, dans les voies aériennes, dans beaucoup de sites et avec lesquels nous vivons normalement en harmonie. Et lorsqu'un antibiotique est administré, eh bien, il va interagir avec le site de l'infection, du moins on l'espère, et c'est ce que l'on cherche, pour traiter l'infection dont est atteint le patient ou l'animal. Mais il va aussi interagir avec toutes ces flores commensales. Et dans ces flores commensales qui sont abondantes, on va pouvoir trouver de façon occasionnelle une bactérie résistante à l'antibiotique qui est administré. Et cette bactérie, c'est quelques bactéries qui vont émerger sous l'effet de l'antibiotique, puisque les bactéries sensibles dans la flore normale vont être détruites et laisser proliférer ces bactéries résistantes. Donc l'effet sur les flores normales est un effet important qui explique en partie la pression de sélection qu'exercent des antibiotiques sur les bactéries. L'autre aspect qui est important à considérer, c'est les échanges de matériel génétique.
échange de matériel génétique qui sont responsables en grande partie des diffusions, notamment épidémiques, des résistances entre les espèces bactériennes. Les bactéries ont un chromosome bactérien, mais ont aussi du matériel génétique qui est transférable. Et donc vous imaginez quelques populations bactériennes qui sont schématiquement représentées ici, et puis vous avez, comme on l'a vu naturellement, l'une d'entre elles produit un antibiotique, par exemple, qui va s'attaquer à une autre espèce, mais cette espèce va pouvoir émerger en son sein au moins un clone résistant, et ce clone résistant, qui va permettre de résister au premier, va pouvoir être transféré dans une autre bactérie. Et cette autre bactérie va devenir elle-même résistante, alors qu'au départ, elle était sensible potentiellement à cet antibiotique. Et donc ces mécanismes d'échange génétique entre bactéries expliquent largement les phénomènes de diffusion de résistance et de transfert d'une espèce à l'autre, comme on va le voir sur quelques exemples. Donc vous voyez, l'OMS explique de façon schématique le fait que les antibiotiques peuvent sélectionner des bactéries dans le tube digestif, soit des humains, soit des animaux, de la même manière que, éventuellement, ça va pouvoir causer de la transmission secondaire, par exemple, notamment en milieu hospitalier, mais aussi de la transmission par, éventuellement, l'alimentation. C'est une vision relativement simpliste et en fait, évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, des facteurs humains, des mouvements, transferts, l'usage des antibiotiques, la transmission croisée entre les individus, et de la même manière, du point de vue de la sélection après administration d'antibiotiques en santé animale, mais il y a aussi des phénomènes de sélection non antibiotiques, parce qu'il y a des résistances qui peuvent être à des antibiotiques, mais aussi à d'autres produits, notamment des biocides. Et donc, il peut y avoir des phénomènes de sélection conjointe de résistance aux antibiotiques à travers d'autres produits. Et puis, comme je viens de le dire, des problèmes de transfert, de sélection croisée, et puis enfin de résidus d'antibiotiques, dont on entendra peut-être parler un peu plus tard. Alors, juste pour illustrer la situation telle que, on l'a vu émerger au fur et à mesure que les antibiotiques étaient apparus, ceci illustre les émergences qui ont été répertoriées pour ce qui est des pathogènes les plus importants en pathologie communautaire, comme par exemple les pneumocoques, où l'émergence de la résistance date de la fin des années 60, et puis quelques années, une dizaine d'années plus tard, on voit apparaître des souches qui sont multirésistantes, donc à de nombreux antibiotiques normalement utilisés en pathologie humaine. Il y a aussi l'exemple des gonocoques, des méningocoques, des klebsiella, tout ça sont des germes qui sont très couramment responsables d'infections chez l'homme. Et puis, il y a aussi l'exemple des bactéries qui causent les maladies digestives, telles que les shigelloses, par exemple, ou les salmonelloses. Les staphylocoques dorés, vous avez sûrement entendu parler, les staphylocoques dorés, les fameux SARM, qui ont causé beaucoup de soucis jusqu'il y a relativement peu de temps, qui ont baissé heureusement depuis, mais il y a l'émergence de ces résistances qui datent des années 60, c'est-à-dire très rapidement après que les premiers antibiotiques susceptibles de traiter les infections à staphylocoque doré étaient apparus. Et puis plus récemment, on a vu apparaître la résistance à l'antibiothérapie de recours vis-à-vis des souches qui étaient résistantes aux premières, qui sont notamment les glycopeptides, et même la résistance à ces glycopeptides pour lesquels il existait très peu de solutions thérapeutiques. L'autre phénomène qui est extrêmement préoccupant, c'est l'émergence de résistance
à une famille d'antibiotiques dérivés des pénicillines qu'on appelle les céphalosporines et qui sont l'antibiotique habituellement utilisé pour traiter les infections sévères à ces bactéries qui sont les bactéries hôtes normales du tube digestif. Et donc c'est une résistance qui est apparue dans les années, début des années 80, à la fois en France et en Allemagne, et qui a évolué pour se répandre de façon très généralisée dans le monde de la santé humaine comme de la santé animale. Mais l'autre événement plus récent, c'est celui de l'apparition de ce qui est marqué ici comme étant les EPC, c'est-à-dire la résistance au carbapénème, qui est l'antibiotique de recours utilisé contre ces souches résistantes. Et cette résistance est apparue depuis les années 90 et diffuse maintenant de façon importante dans divers pays. Et on voit qu'il y a une consommation extrêmement, qui augmente de façon très importante, alors qui est relativement stable, je dirais, dans les pays développés, mais qui augmente de façon extrêmement importante dans les pays en voie de développement, ce qui explique que les émergences se trouvent essentiellement dans ces pays, mais vous voyez que en termes d'extension, on a une situation en Europe qui est assez inquiétante, notamment dans 2 pays d'Europe du Sud, l'Italie et la Grèce, où la situation de ces souches est devenue endémique, alors que dans les autres pays qui sont encore en vert, la situation est relativement bien contrôlée. Vous voyez qu'on a des taux de résistance parmi cette espèce bactérienne qui cause d'infections à la fois en milieu communautaire mais aussi en milieu hospitalier, qui sont extrêmement élevés dans ces 2 pays et dans quelques pays voisins qui commencent à augmenter. Cela dit, la situation est également un peu surveillée de très près en France grâce à la surveillance qui est menée par l'Institut de veille sanitaire, maintenant Santé publique France, qui répertorie l'ensemble des épisodes qui sont identifiés en France, et vous voyez qu'il y a quand même une progression non négligeable de ces épisodes. Ce sont essentiellement des épisodes de colonisation et pas d'infection, mais néanmoins ça témoigne de la diffusion épidémiologique de ces souches en France. Et le dernier avatar de l'histoire, c'est l'apparition de la résistance à la colimycine. Alors pourquoi c'est important? Parce que justement sur ces souches qui étaient résistantes aux céphalosporines, qui sont devenues résistantes au carbapénème, antibiotique de recours, la seule option thérapeutique est la colimycine, ou pratiquement la seule. Et en fait, la résistance à la colimycine a émergé récemment, elle a été décrite en Chine, et ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que la Chine est le plus gros producteur mondial de volailles et de cochons, et également le pays le plus largement consommateur de colimycine. Vous voyez que ça se chiffre en milliers de tonnes, avec une croissance qui est inquiétante. Alors, il se trouve que, préoccupé par ce problème, j'ai vu récemment, la Chine avait banni l'usage de la colimycine en milieu animal. C'est plutôt une bonne nouvelle et on peut espérer que cela réduise les risques de résistance. Et enfin, on ne peut pas finir ce panorama sans parler de la tuberculose multirésistante, qui est également un énorme problème, et en fait le problème le plus important en matière de résistance aux antibiotiques et de ses conséquences, en nombre absolu. Et en conséquence, vous voyez que les tuberculoses multirésistantes sont associées à des échecs thérapeutiques en nombre important et à des décès également en nombre important. Donc voilà le panorama et son évolution, c'est pas très réjouissant et il y a à l'évidence des sujets de préoccupation très sérieux. Le deuxième aspect de la question, c'est que la recherche et le développement de nouvelles molécules se tarit progressivement au cours du temps. L'âge d'or des antibiotiques, comme on dit, a été à partir de la découverte de la pénicilline et en fait du subfamille de la pénicilline au
début des années 30-40 par l'ensemble des grandes classes d'antibiotiques qui ont été découvertes entre les années 40 et 80 en pratique. Et puis il y a bien de nouveaux dérivés qui sont apparus dans les années 80, mais qui sont un peu des dérivés des précédents. Mais depuis, plus rien. Et ça, c'est un grand sujet de préoccupation, bien entendu, parce que jusqu'à présent, il a été possible de répondre à l'antibiorésistance par de nouvelles classes thérapeutiques. Et on voit la décroissance de nouvelles molécules qui ont été enregistrées, par exemple, aux États-Unis en matière d'antibiotiques. Ceci s'explique par le fait que si on voit, par exemple, que les grandes compagnies pharmaceutiques occupent les 2/3 du marché de recherche et développement, en matière de recherche et développement antibiothérapie, elles se sont désengagées puisqu'elles ne représentent que 15% de l'investissement mondial. Donc il y a un désengagement de l'industrie pharmaceutique en recherche et développement en antibiothérapie qui est extrêmement préoccupant. Alors ça s'explique entre autres par le fait que les antibiotiques ne sont pas des molécules rentables, ce sont des molécules qui sont utilisées de façon brève, dans la plupart des cas. Ce ne sont pas forcément des médicaments extrêmement coûteux par rapport à d'autres, ça peut l'être, mais jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, ce n'est pas très incitatif pour que l'industrie s'engage. Tout ça fait qu'on a vu apparaître ce genre d'annonce disant qu'on est arrivé à l'ère post-antibiotique. Et ça, c'est évidemment un très grand sujet de préoccupation compte tenu de l'importance de la pathologie infectieuse, certes variable suivant les pays, mais encore extrêmement importante pour des pathologies extrêmement courantes. Et ceci montre l'effet, certes pas que des antibiotiques, mais enfin sur les pathologies infectieuses, la décroissance qui a été observée au cours du XXe siècle, ici c'est aux États-Unis. Et vous voyez notamment en haut ce qui concerne la grippe, avec le pic de la grippe espagnole de 1918 et les infections respiratoires. Alors comme il a été dit, les projections et les estimations sont très inquiétantes, puisque d'après une étude qui a été faite par un groupe anglais, celui-ci donne une estimation du risque lié à l'antibiorésistance pour les années 2050 qui dépasserait celui lié au cancer. Alors bien sûr, c'est si rien n'est fait, et ce sont des estimations. Mais néanmoins, ça donne un ordre de grandeur de ce qui peut être possible dans le pire des scénarios. Il y a quand même beaucoup de réponses, et des réponses qui sont multiples depuis un certain nombre d'années, et ça, c'est juste une partie de ce qui a été fait en Europe en termes d'incitation à contrôler, maîtriser, lutter contre l'antibiorésistance. Il y a eu aussi, beaucoup plus récemment, une prise de conscience à un niveau politique plus élevé, qui date donc des années 2015 avec Barack Obama, Cameron, Marisol Touraine, ont pris le flambeau pour dire qu'il fallait accompagner la lutte contre l'antibiorésistance et lui donner un tour politique plus fort. Et d'ailleurs, l'OMS a produit un plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antibiotiques. Vous voyez les actions qui sont répertoriées ici: sensibilisation, connaissance, surveillance, prévention des infections, l'optimisation de l'usage des antimicrobiens et l'investissement dans la recherche en fait, de solutions. Les Nations Unies ont également eu une réunion de haut niveau, donc des chefs d'État et de gouvernement, en septembre dernier à l'ONU pour faire une déclaration qui est importante parce qu'elle montre effectivement
l'engagement politique dans ce domaine. Cet engagement doit se traduire par le fait que tout le monde est concerné. Et en effet, les politiques, les vétérinaires, fermiers, et bien sûr les professionnels de santé, mais aussi le public et les patients, tout le monde est concerné par ce problème. Les moyens pour essayer de l'améliorer, de contrôler, sont aussi multiples que les problèmes que l'on a vus. L'aspect sensibilisation est très important, hygiène et amélioration des infrastructures pour prévenir la transmission des infections, les actions en milieu agricole et pour l'environnement, la surveillance, la recherche sont des choses, sont tous les aspects sur lesquels il faut travailler, et notamment sur les aspects d'innovation en matière de vaccins, d'alternatives aux antibiotiques. Il y a des alternatives possibles, c'est notamment un domaine important en santé animale, mais aussi en santé humaine, où il y a des pistes intéressantes qui permettraient d'utiliser d'autres médicaments que les antibiotiques. Le diagnostic est un aspect extrêmement important parce que si les moyens diagnostiques ne sont pas à disposition, les traitements risquent de ne pas être adaptés, ou en tout cas pas rapidement adaptés, et c'est un aspect aussi important. Alors en France, il y a un comité interministériel pour la santé qui s'est réuni pour la première fois en novembre dernier pour adopter une feuille de route interministérielle. Et cette feuille de route reprend les principaux aspects qu'on a vus: préservation des antibiotiques, recherche-développement, surveillance, hygiène et prévention et sensibilisation, sur lesquels je vais insister un tout petit peu. Donc voici le schéma général de cette feuille de route qui comporte 40 actions réparties en 5 axes, que vous voyez listés ici. Et donc, en termes de sensibilisation, c'est un aspect extrêmement important parce qu'il y a manifestement un problème, en tout cas en France et dans d'autres pays aussi, mais en France, à un degré important, il y a vraisemblablement un problème, disons, culturel vis-à-vis des antibiotiques et de l'usage des antibiotiques. Ce n'est pas que pour les antibiotiques, d'ailleurs. Il y a un problème un peu général vis-à-vis de l'usage des médicaments. Mais pour ce qui est des antibiotiques, il y a un problème un petit peu spécifique. Alors, il y a des actions de sensibilisation qui sont menées, notamment, par exemple, au niveau européen, et la France participe à cette journée européenne mondiale, qui s'inscrit d'ailleurs dans une semaine mondiale pour la préservation des antibiotiques, qui est pilotée par l'OMS. Ici, c'est la journée européenne pilotée par le Centre de contrôle des maladies. Le Royaume-Uni a mis en place une campagne de sensibilisation extrêmement intéressante qui s'appelle Antibiotic Guardian, donc gardien des antibiotiques, et qui permet notamment qui met en place notamment une charte avec un engagement de chacun, où chacun peut s'engager en faveur de la préservation des antibiotiques. Et très bien fait, avec beaucoup de documents très intéressants. Alors, je vais vous montrer cette enquête qui est faite régulièrement par la Commission européenne dans les pays européens et qui montre la perception qu'a le public vis-à-vis des antibiotiques. Et ici est comparé les données pour la France versus les autres pays européens. Et donc, on voit les différentes enquêtes 2009, 2013 et 2016. Est-ce que vous avez pris des antibiotiques? Alors, vous voyez que c'est fréquent de prendre des antibiotiques, aussi bien en France qu'ailleurs, mais un peu plus en France qu'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les antibiotiques tuent les virus? C'est encore une opinion assez fortement répandue, moins en France que dans d'autres pays européens.
que l'usage inapproprié des antibiotiques les rend inefficaces, c'est une notion qui semble être connue. Et est-ce que vous avez reçu des informations sur l'utilité des antibiotiques en cas d'infection virale, par exemple, et éventuellement par quels moyens? Donc, vous voyez les résultats, on voit qu'il y a une certaine connaissance quand même vis-à-vis du problème, peut-être un tout petit peu supérieur en France que dans les autres pays européens, mais enfin, les différences sont mineures. Par contre, lorsque l'on voit pour quelles raisons les antibiotiques ont été administrés, ben on voit que très souvent, ils sont administrés pour des indications qui ne sont pas des indications reconnues de l'antibiothérapie. Donc il y a un problème entre la connaissance et l'application de cette connaissance. Alors, il y a des programmes éducatifs, donc je sais qu'il y a des étudiants ici, alors vous pouvez aller voir le programme e-bug qui est mis en place depuis pas mal d'années en France. C'est un programme qui à l'origine est basé sur un projet européen qui avait été piloté par les Anglais et qui a mis en place donc toute une série d'outils, d'information et d'éducation sur l'antibiorésistance et la manière d'appréhender et d'aborder le problème pour les élèves des écoles, des collèges et aussi maintenant pour ceux qui sont plus avancés. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur ce site. Alors en termes de sensibilisation, la feuille de route interministérielle prévoit de faire de nouveau une campagne intersectorielle cette fois, contrairement aux précédentes qui étaient ciblées santé humaine. Celle-ci devrait intéresser l'ensemble des secteurs, santé humaine, santé animale et environnement, et puis de nombreux publics. Et puis, un certain nombre d'outils vont être mis à disposition, notamment pour les professionnels, mais aussi pour le public. Moins et mieux utiliser les antibiotiques afin de préserver un outil qui, on l'a vu, se raréfie, est un vrai souci, et c'est un enjeu majeur. On voit ici, par exemple, la relation qui a été établie au début des années 2000 entre la consommation d'antibiotiques et le niveau de résistance, et qu'il y a une relation qui n'est pas loin d'être assez bien linéaire, et que la France est tout en haut, ce qui ne nous fait pas vraiment honneur. De même, le même type de relation peut être établi en santé animale. Ici, c'est des colibacilles, donc des germes courants du tube digestif, ceux qui sont responsables des infections urinaires chez les humains, et la relation avec le taux d'antibiotiques. Donc la France est un gros consommateur d'antibiotiques par rapport à l'ensemble des pays européens. Elle arrive dans le tout premier, 3e ou 4e position éventuellement, derrière la Grèce, mais c'est une position qui n'a pas beaucoup évolué dans les dernières années malheureusement, même si on a perdu une ou deux places, ça reste quand même un niveau de consommation qui est extrêmement élevé. Et ce qui est important, c'est de voir que dans d'autres pays, et en particulier d'Europe du Nord, où les gens ne meurent pas plus de maladies infectieuses, il y a une consommation d'antibiotiques qui est 2 à 3 fois moindre, très globalement. Et on peut voir des explications dans, par exemple, en regardant ce qui se passe au cours des saisons hivernales, et où on voit ce qui se passe dans les pays plutôt d'Europe du Sud. Il n'y a pas la France, mais on peut dire que c'est comme la Belgique, la France. Et puis dans les pays d'Europe du Nord. Vous voyez le tassement des prescriptions dans les pays d'Europe du Nord par rapport à les pays d'Europe du Sud. Et il n'y a pas forcément plus d'infections virales dans ces différents pays. La grippe touche pareillement les pays d'Europe. Alors vous vous rappelez cette effectivement campagne très efficace, c'est celle qui a marqué effectivement je crois bien le public. Les antibiotiques, c'est pas automatique et ça a effectivement permis de baisser le niveau de prescription sur les 3 années qu'a duré cette campagne, et notamment dans la population des jeunes.
Les campagnes successives, il y a eu d'autres campagnes qui ont été faites après, par la suite, et malheureusement, elles n'ont pas eu un effet similaire à celle-ci. Donc il va falloir se creuser un petit peu mieux la cervelle pour trouver un slogan aussi efficace que celui de la première fois. Malheureusement, la consommation a repris depuis et pourrait atteindre le niveau que je vous ai montré à l'instant. Chez les animaux, on peut observer la même chose, c'est-à-dire que lorsque l'on baisse la consommation de, ici, une céphalosporine, on a une baisse de la résistance chez les animaux, et plus intéressant encore, par voie de conséquence, une baisse des souches résistantes parmi les espèces qui sont responsables d'infections chez l'homme, comme les salmonelles, et qui peuvent être d'origine animale. Donc, c'est un excellent exemple de l'interaction qui existe entre la santé animale et la santé humaine et de l'effet de l'utilisation des antibiotiques entre les deux. Donc, un certain nombre de mesures sont proposées dans la feuille de route interministérielle. Je n'ai pas le temps, pas l'endroit pour les détailler, mais qui concernent essentiellement les professionnels de santé, à la fois pour aider à une meilleure et une plus juste prescription et encourager le bon usage des antibiotiques, favoriser les mesures de prévention, améliorer l'usage des outils diagnostiques. Je reviens juste là-dessus parce que c'est un élément important. Le traitement qui est fait la plupart du temps pour les situations les plus courantes est un traitement, comment dire, empirique, c'est-à-dire qu'il est basé sur l'examen clinique et le diagnostic clinique. Il n'y a pas de preuve diagnostique dans la majorité des cas pour la plupart des infections courantes, qui sont celles pour lesquelles le plus d'antibiotiques sont consommés. Et il y a des pistes, comme par exemple les tests rapides d'orientation diagnostique pour les angines, les rhinopharyngites, qui permettent de faire un diagnostic rapide et d'orienter l'antibiothérapie et de décider pour le médecin s'il doit ou non donner un antibiotique. Ces tests sont encore sous-utilisés et la progression de leur utilisation demande à être stimulée. La vaccination est un sujet aussi également très important. Vous avez vu tout à l'heure le taux de résistance des pneumocoques qui s'était élevé de manière extrêmement importante en France au début des années 2000. Pour atteindre ce pic-là, l'introduction de la vaccination a permis de réduire ceci, peut-être avec d'autres mesures, mais en tout cas, c'est un des éléments importants d'évolution de cette résistance qui est elle-même extrêmement importante en pathologie humaine parce que c'est responsable de la majorité des infections respiratoires graves. La consommation en milieu vétérinaire a fait l'objet d'un plan d'action qui a eu une efficacité certaine. Vous voyez la comparaison de la quantité d'antibiotiques qui est donnée en milieu de santé humaine et santé animale. C'est presque équivalent en France à l'heure actuelle. Et la France, là, se situe à peu près dans la moyenne européenne. Il y a néanmoins, vous voyez, des pays qui font de l'élevage avec très peu d'antibiotiques, qui réussissent à le faire également. Néanmoins, on peut dire qu'il y a eu un effort important fait, en tout cas en termes de volume, de masse d'antibiotiques consommés en milieu d'élevage, qui a baissé de 50% quand même entre le début, la fin des années 90 et la période actuelle. En termes d'exposition globale aux antibiotiques du cheptel, c'est un peu moins frappant, mais néanmoins, c'est en régression sur les 5 ou 10 dernières années de manière sensible. Quelques mots quand même de recherche et innovation pour dire que c'est, comme on l'a vu, une préoccupation extrêmement importante dans le domaine, qu'il y a des progrès à faire. La feuille de route interministérielle a bien sûr comporte bien sûr un volet dans ce sens qui est extrêmement important en termes de structuration des efforts de recherche, en termes de renforcement du
partenariat public-privé et en termes de valorisation des produits qui contribuent à la maîtrise de l'antibiorésistance, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet de préoccupation. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais vous voyez qu'il y a différentes étapes de la recherche et du développement des anti-infectieux. Toutes méritent que des actions soient prises pour améliorer le déroulement et les résultats de ces efforts de recherche. Les antibiotiques sont des médicaments indispensables. Il faut en garantir l'accès, réduire leur utilisation excessive, ce qui nécessite une prise de conscience de tout le monde, et ne pas oublier la prévention des infections et la préservation des antibiotiques. Si on ne préserve pas les antibiotiques existants et les nouveaux antibiotiques à venir, les efforts de recherche n'auront pas beaucoup d'impact. Et c'est donc typiquement dans une optique de développement durable qu'il faut envisager ce problème. Merci de votre attention. Merci, monsieur. Donc, je vous invite à garder vos questions pour la fin de la soirée, après l'intervention de Marion Titecoq. Donc, voilà, qui va nous présenter l'antibiorésistance dans l'environnement. Bonsoir à tous et merci à la Fondation de m'avoir invité. Donc, je vais essayer de compléter tout ce qui vous a déjà été dit en vous parlant un petit peu de tout le reste du système qui joue pour la dynamique des antibiorésistances. Et d'abord, quand même, je vais me présenter. Donc, je suis Marion Titecoq, je suis chargée de recherche à la Tour du Valak, qui est un centre de recherche sur la conservation des zones humides méditerranéennes. Ça veut dire que moi, je travaille sur la santé, mais que j'ai des collègues qui vont travailler sur toutes les autres composantes des zones humides, que ce soit les oiseaux, les batraciens, les plantes et toutes leurs interactions. Et pour vous donner une image de ce que je fais, parce que c'est souvent assez difficile de s'imaginer ce que fait un chercheur en écologie de la santé, c'est un petit mélange entre Dora l'exploratrice, donc je travaille sur des animaux mignons, on y reviendra, je travaille notamment sur des poussins, les poussins de goéland leucophée, qui sont ces oiseaux qui sont dans les milieux urbains notamment, et puis je leur fais des petits prélèvements pour savoir quelles sont les bactéries justement qu'ils portent, les bactéries antibiorésistantes notamment, et c'est aussi un mélange avec Dexter, parce que quand on étudie les parasites et les maladies en général, on regarde à l'intérieur des animaux. Et donc, par exemple, je travaille beaucoup avec les chasseurs pour aller regarder quels sont les parasites que portent les animaux. Et là, par exemple, je travaille sur la grande bouffe du foie, qui est un parasite qui est à la fois chez les bovins, chez l'homme et chez la faune sauvage, notamment les sangliers. Alors ensuite, donc on a vu avec l'intervention précédente l'importance de l'antibiorésistance dans la problématique de santé humaine et aussi l'importance par rapport aux animaux de rente. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'antibiorésistance aussi dans l'environnement? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer progressivement. Alors, on a déjà vu qu'il fallait aussi s'intéresser aux animaux de rente. Alors, non seulement parce qu'il y a des interactions avec notre propre santé, mais aussi parce que c'est une problématique économique. Donc là, je n'ai pas exactement les mêmes chiffres, parce que ce n'est pas exactement la même période, mais on voit bien que les ventes d'antibiotiques à usage vétérinaire sont du même ordre de grandeur en France que les ventes à usage clinique. Et donc, on a une problématique à la fois de santé publique et une problématique économique, puisque lorsque vous utilisez un traitement d'une nouvelle génération, vous allez avoir un traitement qui est plus cher, que l'on se place en santé publique ou que l'on se place au niveau des élevages. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu déjà, que l'on se place ici au niveau européen. Donc, on retrouve le fait que l'on utilise le même ordre de grandeur en antibiotiques pour les élevages et pour l'humain, et que l'on n'est pas les mieux placés en Europe. Alors là, on est un petit peu mieux placé parce qu'on n'est pas dans les quantités absolues, on est dans les doses utilisées en termes d'unité de biomasse. Donc là, ça se voit un petit peu moins qu'en termes de quantité absolue, on n'est pas très bon. Alors, quelques résultats qui rejoignent ce qui a été dit auparavant. On voit qu'il y a eu des gros efforts de fait dans les filières d'élevage
où on a beaucoup diminué, notamment dans le cadre du plan Éco-Antibio 2017, l'utilisation des antibiotiques dans les différentes filières, et que ça aboutit, pour certaines antibiorésistances en tout cas, à la baisse des taux de bactéries antibiorésistantes. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé là-dessus, c'est parce qu'il y a des transmissions entre humains et animaux de bactéries antibiorésistantes, mais aussi parce que l'utilisation de ces antibiorésistances, on va le voir par la suite, elle va donc amener une sélection des bactéries antibiorésistantes, et ça ne va pas seulement se passer dans les élevages, dans les hôpitaux et dans les populations humaines, mais ça va aussi se passer dans un système qui est beaucoup plus complexe, où on va avoir l'eau, où on va avoir le sol, et on va avoir la faune sauvage. Alors juste un petit aparté sur quelque chose qui a déjà été présenté précédemment, c'est la co-sélection. Ça, c'est quelque chose de très important quand on parle du rôle de l'environnement dans les antibiorésistances, c'est que ces antibiorésistances, elles peuvent être sélectionnées par l'usage des antibiotiques, mais elles peuvent aussi être sélectionnées dans d'autres conditions. Donc si on se replace dans le contexte des bactéries et des champignons du sol, par exemple, qui produisaient des antibiotiques et des bactéries et des champignons du sol qui avaient déjà des résistances aux antibiotiques, et bien ces résistances, parfois, elles ne sont pas destinées aux antibiotiques au départ. Ça peut être pour tolérer d'autres molécules. Par exemple, on va être capable de tolérer des métaux. C'est-à-dire que si je vis dans un environnement où j'ai beaucoup d'un métal, ici on parlera du zinc, eh bien j'ai des mécanismes qui me permettent de le tolérer. Par exemple, des pompes d'efflux qui me permettent de le sortir de mon environnement. Donc la bactérie va l'extraire d'elle-même par des pompes d'efflux. C'est un mécanisme qui est non spécifique, et si elle a ce mécanisme, peut-être elle va être capable aussi de résister à l'antibiotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans un environnement pollué, même s'il n'y a pas de résidus d'antibiotiques, on peut potentiellement sélectionner des mécanismes qui permettent aussi aux bactéries de résister aux antibiotiques. Si on revient à notre exemple ici, on va avoir, il y a quelques années, une interdiction d'utiliser les antibiotiques comme des facteurs de croissance dans l'Union européenne. Et donc, dans les différentes filières, on cherche des nouvelles méthodes pour obtenir des bonnes croissances. Dans la filière porcine, une des méthodes qu'on a trouvées, c'est de supplémenter en zinc l'alimentation des porcelets. Ça marche relativement bien et ça permet aussi de baisser l'antibiorésistance, mais pas dans tous les cas. Et on a remarqué notamment que les Escherichia coli multirésistantes étaient aussi dans certains cas sélectionnées parce qu'en fait, il y a certains mécanismes qui permettent à ces bactéries à la fois de tolérer le zinc qui arrive par l'alimentation que l'on donne aux porcelets et de résister à différents antibiotiques. Alors, si on revient à l'ensemble du système et à essayer de comprendre pourquoi on s'intéresse à l'ensemble de l'environnement et pas que à ces deux compartiments que sont les élevages et les populations humaines, c'est qu'on va avoir des interactions extrêmement fortes avec l'environnement et avec la faune sauvage. L'environnement, c'est quoi? C'est les effluents qui vont sortir des élevages. J'utilise des antibiotiques dans mon élevage. On va avoir les bêtes qui vont donc excréter des résidus d'antibiotiques dans les champs, par exemple. On a la pluie qui passe, les effluents qui arrivent vers les rivières, des résidus d'antibiotiques et des bactéries antibiorésistantes arrivent dans les rivières. De notre côté ici, pareil, si on est traité avec des antibiotiques, eh bien on va excréter dans nos toilettes et donc dans nos eaux usées des résidus antibiotiques et des bactéries antibiorésistantes. Ça arrive ici. Pour le moment, on n'a pas de traitement spécifique dans nos stations d'épuration pour traiter les résidus d'antibiotiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout traités, mais ça veut dire qu'on ne les traite pas spécifiquement. Donc, il y en a une partie qui arrive ici. Et puis, tout ça, ça va arriver donc dans les différents compartiments aquatiques et dans le sol, qui est en contact direct, par exemple, avec les cultures, et avec quelque chose qui bouge et qui est en plein milieu, dont on va parler plus en détail par la suite, c'est la faune sauvage. La faune sauvage, elle est directement en lien avec les élevages, parce qu'elle passe dans les pâtures, parce qu'elle côtoie les animaux d'élevage. Elle va être directement en contact avec nous, par exemple avec les chasseurs, mais aussi avec nous quand on va dans le milieu naturel. Et puis, elle va être en contact avec ces milieux qui sont impactés par les résidus d'antibiotiques, qu'il s'agisse de l'eau ou du sol. Donc, si on revient, donc je vais d'abord vous parler un petit peu du sol et de l'eau assez rapidement, et ensuite je viendrai sur la faune sauvage, sur laquelle moi je travaille plus spécifiquement. Donc, si on revient au milieu aquatique, donc c'est ce que je vous disais, on va avoir des apports par les zones urbaines, donc par nos eaux usées, on va avoir des apports par les zones agricoles, donc par les élevages, et puis on va aussi avoir cette co-sélection potentielle par d'autres pollutions qui ne sont pas des pollutions
forcément en résidus antibiotiques, mais qui peuvent éventuellement contribuer à la sélection d'antibiorésistance. Et puis, ce n'est pas un compartiment inactif, il va se passer plein de choses dans ce compartiment qui font que c'est compliqué de suivre ensuite l'antibiorésistance. On va avoir des organismes, par exemple des poissons qui vont interagir, on peut avoir des bivalves qui vont filtrer tout ça, on va avoir de la sédimentation. Bref, ça devient assez compliqué à suivre. Alors, juste un petit exemple, un projet qui est en cours dans les terres de la Seine. Donc, j'ai piqué une diapositive à Fabienne Petit qui avait présenté ça au colloque interministériel à la fin de l'année. Et en fait, il y a tout un projet sur l'ensemble de la Seine à partir de Paris, où l'on voit qu'il y a un gradient à la fois dans les bactéries et dans les résidus antibiotiques sur ce fleuve. Et il est notamment lié aux apports de l'agglomération parisienne, où on a une très forte concentration. Alors là, on s'est intéressé à des bactéries du système digestif, donc, dont on parlait tout à l'heure, Escherichia coli et des entérocoques. Donc on voit qu'il y a des grandes concentrations. Et en plus, on nous dit qu'on a une contamination de l'eau en antibiotiques. Donc on a à la fois les bactéries antibiorésistantes et les résidus d'antibiotiques. Et puis, on a une contamination permanente par des bactéries antibiorésistantes et on a des intégrons cliniques de classe 1. Intégrons cliniques de classe 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un support de la résistance qui pose un problème clinique et qui est présent dans ce milieu-là, qui est un milieu aquatique très fortement impacté par les activités humaines. Ensuite, si on regarde dans le sol, donc c'est ce qui nous a été dit auparavant, donc je ne vais pas forcément y revenir beaucoup, juste vous expliquer pourquoi les antibiorésistances, elles étaient là bien avant, on l'a vu, il y a des milliards d'années, il y a des millions d'années, ça dépend lesquelles, donc chez des champignons et des bactéries. Alors pourquoi ils les produisent, ces bactéries? Eh bien, c'est pour s'accaparer l'espace et les ressources, pour exclure d'autres bactéries ou d'autres champignons des ressources qu'ils veulent exploiter. Et donc, tous les autres organismes qui vont côtoyer ces producteurs d'antibiotiques vont aussi avoir développé au cours de l'évolution des mécanismes d'antibiorésistance. Et puis, il y a d'autres rôles qui peuvent être joués par ces mécanismes, donc les fameux phénomènes de co-sélection. Donc, ça peut être des rôles de tolérance à d'autres contaminants notamment, mais il y a aussi des rôles de signaux dans la bactérie. Il y a plein d'autres rôles qui peuvent être joués par ces mêmes mécanismes. Ce qui explique qu'il y a un pool extrêmement important de résistance aux antibiotiques qui préexiste dans l'environnement et en particulier dans le sol. Et donc, même tous les antibiotiques que nous n'avons pas encore utilisés, contre ces antibiotiques, il existe déjà dans la nature, dans le sol en particulier, des mécanismes de résistance à ces antibiotiques que nous allons potentiellement développer par la suite. Et juste pour vous faire comprendre que le sol, c'est quelque chose qu'on commence à étudier, mais pour lequel c'est très difficile de comprendre les dynamiques. Donc on sait qu'on a des résidus d'antibiotiques qui arrivent dedans, on sait qu'il y a des bactéries antibiorésistantes qui arrivent, on sait qu'initialement, on a déjà tout un pool d'antibiorésistants, mais il se passe énormément de choses là-dedans, c'est-à-dire qu'on va avoir des interactions entre les racines, avec les invertébrés, avec les champignons qui sont en collaboration avec les racines, on va avoir de l'absorption avec les différentes particules, on a des bactéries qui sont là-dedans qui produisent déjà éventuellement des antibiotiques. Donc c'est un écosystème excessivement complexe qui fait que c'est très difficile de prévoir quand on a un apport de résidus d'antibiotiques par exemple, qu'est-ce que ça va donner sur la communauté du sol. Et donc on va revenir au compartiment sur lequel je travaille et qui se trouve au milieu de tout ce système dans lequel évolue l'antibiorésistance, c'est la faune sauvage. Alors, qu'est-ce qu'on se pose comme question sur la faune sauvage? Déjà, on se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quelles bactéries antibiorésistantes on va y trouver? Ensuite, est-ce qu'elle est partout ou est-ce qu'il y a seulement certains écosystèmes, par exemple les écosystèmes urbains et les écosystèmes proches des élevages qui vont être contaminés? Ensuite, est-ce qu'elle est associée à certaines caractéristiques écologiques des espèces? Imaginons, est-ce qu'il n'y a que les brouteurs qui vont avoir des antibiorésistances ou que les grands prédateurs? Et puis, comment se font les échanges? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Si on a des antibiorésistances dans la faune sauvage, comment elles y arrivent et comment éventuellement elles pourraient revenir vers nous, ce qui serait le problème qui nous préoccupe. Et donc, quels sont les enjeux et les coûts potentiels? Alors là, je vais vous donner les résultats d'une synthèse que l'on a publiée en 2016 où on avait regroupé, essayé de regrouper tout ce qui existait. Alors, c'est pas exhaustif, mais ça a essayé de l'être le plus possible. On s'était basé sur un peu plus de 200 études qui avaient étudié la faune sauvage dans le monde entier. Et qu'est-ce que l'on sait? D'abord, il faut avoir en tête qu'on trouve ce qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on cherche? On n'est pas capable de chercher l'ensemble de ce qui existe. Il y a des milliers
de bactéries, des espèces bactériennes au sein de la faune sauvage, on va chercher ce qui nous pose le plus problème, c'est-à-dire les bactéries pathogènes pour l'homme et qui posent problème de par leur résistance chez l'homme. Donc on va chercher beaucoup Escherichia coli. Donc on voit que par exemple dans 115 de ces études, on avait trouvé des Escherichia coli antibiorésistantes, donc qui ont des BLSE, c'est-à-dire qu'elles sont des bêta-lactamases à spectre étendu, elles sont capables de résister aux bêta-lactamines, donc des antibiotiques qui sont utilisés de manière très importante en dehors du système hospitalier notamment. Les fameux SARM dont on a parlé, donc les streptocoques dorés résistants à la méticilline, que l'on retrouve par exemple chez les hérissons, chez les dauphins. Et puis on va rechercher pas mal les salmonelles, chez lesquelles on peut trouver de multiples résistances dans la faune sauvage, les klebsielles, dont on a parlé aussi, qui sont des bactéries qui vont s'attaquer à notre système respiratoire et qui posent aussi problème en milieu hospitalier. Et puis on a quelques données sur les entérocoques, et puis c'est à peu près tout. Donc par rapport à la grande diversité bactérienne qu'on peut avoir dans la faune sauvage, on a trouvé que ce qu'on a cherché. Mais ce qu'on a cherché, on l'a trouvé aussi. Ensuite, quels sont les écosystèmes touchés? Eh bien tous. C'est-à-dire que vous allez en Antarctique, vous trouvez des antibiorésistances. Vous allez aux Galapagos, ce qu'on voit sur la photo, vous trouvez des antibiorésistances. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un gradient. Il y a un gradient, donc par exemple, là je vous ai illustré le gradient qui a été trouvé dans une étude allemande sur les rongeurs, et en fait ce gradient, il est en fonction de l'impact des activités humaines sur les milieux. Donc plus vous allez avoir un impact fort des activités humaines sur le milieu, plus d'une part vous allez avoir une proportion importante des individus dans votre faune sauvage qui portent des antibiorésistances, et parmi ces individus porteurs, plus vous allez avoir une grande diversité de mécanismes de résistance. Et donc, par exemple, dans les Galapagos, où est-ce qu'on trouve l'antibiorésistance? Dans les ports. En Antarctique, où est-ce qu'on trouve l'antibiorésistance? Près des stations scientifiques. Donc, il y a quand même cet impact de l'activité humaine qui est très prégnant. Et quelles sont les caractéristiques écologiques des espèces hôtes? Alors, comme pour les autres contaminations, vous avez peut-être entendu parler des contaminations par les métaux lourds notamment, et bien comme ils sont en haut de la chaîne alimentaire, ils vont concentrer l'exposition, et donc, a priori, ils concentrent aussi l'exposition aux antibiorésistances, et ils sont souvent porteurs de ces résistances, que ce soit chez les mammifères ou chez les oiseaux. Et puis, il y a un autre groupe d'espèces qui est particulièrement touché, qui sont les espèces généralistes et anthropophiles, c'est-à-dire celles qui vivent auprès de nous. Les renards, les sangliers, les goélands, tous ceux qui se sont adaptés aux environnements anthropisés, aux environnements périurbains, et donc qui sont directement touchés par nos activités. Et il y aurait beaucoup d'autres facteurs à étudier, mais qui n'ont encore presque pas été étudiés dans le contexte de l'antibiorésistance pour le moment. L'impact des capacités de dispersion, ce qui peut nous intéresser particulièrement, puisqu'on va se demander s'ils sont capables de disséminer ces résistances, l'espérance de vie, etc. Et alors, les voies d'échange, puisque finalement, on se pose la question, une fois qu'ils sont contaminés, déjà comment ils se sont contaminés et comment ils pourraient recontaminer la faune sauvage, une autre faune sauvage, les animaux domestiques ou nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'on va trouver des souches résistantes exactement les mêmes, donc des clones, à la fois dans la faune sauvage, chez les humains et chez les animaux domestiques. Donc on sait qu'il y a des échanges. Mais à partir de là, ça ne nous permet pas directement de savoir comment s'est fait l'échange, ni dans quel sens. Donc ça nécessite des études vraiment approfondies pour comprendre où sont ces voies d'échange et essayer de mieux contrôler ces voies d'échange. Alors, juste pour vous montrer un petit peu le bilan et aussi où sont les manques dans nos connaissances pour l'instant. Donc ça, c'était un petit tableau qu'on avait fait de classification de toutes ces 210 études. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que la majorité des études, elles portent que sur les oiseaux et les mammifères, alors qu'on a vu juste avant que les milieux aquatiques sont particulièrement touchés. Donc on peut imaginer qu'avoir des données sur les amphibiens et les poissons, ce serait vraiment important, notamment si on se place dans le contexte de l'aquaculture, qui est un système d'élevage où on va avoir un impact direct sur le milieu aquatique et donc potentiellement sur les poissons et les invertébrés aquatiques. Là, pour l'instant, on a très peu de données là-dessus. Et puis, on a des données principalement en Europe et en Amérique du Nord, alors qu'on l'a vu dans les données d'utilisation d'antibiotiques en médecine humaine, l'Asie est un consommateur très important, à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire, et en Asie, en faune sauvage et dans l'environnement, on a encore très peu de données. Alors, maintenant, vous donnez des exemples de projets qui sont en cours dans le delta du Rhône, donc en collaboration entre la Tour du Valat, le CNRS et le CHU de Montpellier. Donc, des études dans lesquelles on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la faune sauvage. Et nous, on travaille principalement donc sur ces espèces qui sont
anthropophiles qui vont être proches de nos activités en travaillant d'une part sur le goéland et d'autre part sur les rongeurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des échantillonnages dans ces populations. On va analyser les spectres de résistance, c'est-à-dire qu'on va cultiver les bactéries sur des milieux où il y a différents types d'antibiotiques. On va les isoler ainsi et on va comparer ce que l'on trouve avec ce qui existe dans les populations humaines et faire des analyses à la fois des mécanismes de résistance qui sont là et de la parenté entre les bactéries pour essayer de comprendre où se font les échanges, comment ils se font. Alors, un petit exemple, une étude que l'on a fait sur 2 espèces de goélands. Le goéland leucophée d'une part, qui est le goéland qui va se retrouver dans les milieux urbains, qui va se nourrir de nos déchets, et puis le goéland railleur, qui lui, au niveau de la parenté, est assez proche. Au niveau des sites de reproduction, quand on ne parle pas des milieux urbains, va se reproduire sur les mêmes types d'îlots, par exemple sur le littoral méditerranéen. Mais par contre, lui, il va aller se nourrir au large, il va très peu être en rapport avec les activités humaines par son alimentation. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces 2 populations? Alors, on a trouvé une absence de bactéries résistantes au carbapénène chez les goélands railleurs. Alors, pour vous faire un petit rappel, on vous a parlé des carbapénènes tout à l'heure. Ce sont des antibiotiques que l'on n'utilise qu'à l'hôpital et qui, pour l'instant, on trouve encore très peu de résistance à ces antibiotiques de dernier recours en France. C'est ceux pour lesquels on voyait qu'on avait beaucoup de résistance en Italie et en Grèce et que ça posait beaucoup de problèmes. Donc pour ces antibiotiques qui sont très peu utilisés en dehors du milieu hospitalier, on n'a pas de résistance chez les goélands qui ne sont pas liés aux activités humaines. Par contre, on trouve des résistances chez les goélands qui sont proches de nos activités. Et on en a trouvé chez 18 des poussins qu'on a échantillonnés, qui faisaient à peu près 20%. Et c'était un mécanisme que l'on trouve très peu en France. C'est le mécanisme qu'on trouve notamment en Italie. Il se trouve que ces goélands sont capables d'aller en Italie. Par contre, on n'est pas sûr qu'il y ait un lien entre les 2 informations. Et les souches résistantes au carbapénène étaient très proches des souches que l'on trouve chez l'homme en termes de parenté. Ça veut dire qu'on a des échanges entre les souches humaines et les souches de goélands. Donc, ce n'est pas anodin d'avoir trouvé une antibiorésistance d'importance clinique chez ces goélands. Après, pour l'instant, nous, on n'est pas encore capable de dire où se fait l'échange et comment il se fait. Et là, on avait trouvé 6 clones différents, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas une seule contamination de la colonie. On a retrouvé ces clones l'année d'après, ce qui veut dire que ce n'est pas une information ponctuelle, c'est quelque chose qui semble assez régulier. Alors, juste, sans rentrer dans les détails, on a trouvé d'autres bactéries antibiorésistantes, donc le même gène de résistance sur des vibrio, donc c'est la famille des agents du choléra, mais là, ce n'était pas un agent du choléra, fort heureusement. Et puis une autre entérobactérie où on retrouvait des résistances aux céphalosporines, donc un autre groupe dont on a parlé tout à l'heure, que l'on utilise par contre en ville, mais qui n'est pas le plus utilisé à la ville, et pour lequel, là en fait, on a un arbre de parenté entre les goélands qui sont liés aux activités humaines, les goélands qui ne sont pas liés, et les humains, donc les différentes souches bactériennes que l'on trouvait, et en fait on voit qu'ils sont tous mélangés dans un même groupe, on appelle ça des clusters génétiques. En fait, ça veut dire encore une fois que les bactéries que l'on trouve chez les 3 espèces, les 2 espèces de goélands et les humains, sont très proches. Donc il y a des échanges réguliers entre goélands et humains en termes de bactéries, d'entérobactéries, et donc a priori d'entérobactéries résistantes. Et puis on a un autre projet en cours donc sur les rongeurs, où là on va essayer sur le modèle de ce que je vous ai montré qui avait été fait en Allemagne sur les rongeurs, de regarder en fonction des différents milieux qu'est-ce que l'on va trouver en termes d'entérobactéries résistantes. Donc on est allé dans 4 stations d'épuration, dans 4 zones urbaines, dans 4 habitats ruraux. Alors il faut savoir que nous, on est dans une zone d'élevage assez extensive, donc on n'utilise pas beaucoup d'antibiotiques pour le coup, et dans les zones protégées, qui sont nombreuses dans le delta du Rhône, et on va essayer de montrer est-ce qu'il y a un gradient de portage des antibiorésistance ou non. Alors pour l'instant, on est à la phase où on a isolé les bactéries, mais on ne les a pas encore analysées, donc je ne peux pas encore vous dire quels sont les spectres de résistance, mais pour l'instant, on ne voit pas de contraste très important entre les différents milieux, et ça nous fait penser que peut-être cette résistance serait liée notamment à l'eau, puisque l'eau est un élément qui est partagé par l'ensemble du territoire et qui pourrait expliquer qu'on ne voit pas de contraste sur le territoire alors que l'on travaille sur des individus qui ont des capacités de dispersion qui sont très faibles, de l'ordre de quelques centaines de mètres. Alors, quels sont les risques et les enjeux qui sont associés à l'antibiorésistance dans l'environnement? Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une dissémination des souches antibiorésistantes? Et quel impact sur la santé humaine et sur la santé vétérinaire? Donc, quels sont les échanges
et quel impact il pourrait avoir. Est-ce qu'il y aurait une participation au maintien des antibiorésistance? Alors en fait, on a vu qu'on travaillait beaucoup sur la réduction dans les élevages, de l'utilisation dans les élevages, on travaille beaucoup sur la réduction dans les populations humaines. Tout ça, c'est vraiment très important et il faut que les efforts continuent de ce côté-là. Mais si on ne prend pas en compte l'environnement, en fait, on a potentiellement un réservoir où les antibiorésistances peuvent être maintenues du fait non seulement de la pollution par la résistance aux antibiotiques, mais aussi potentiellement par d'autres pollutions qui ne sont pas directement liées à l'utilisation des antibiotiques. Et on pourrait avoir un retour de bâton une fois qu'on aura baissé l'antibiorésistance dans ces deux milieux qui nous intéressent, que sont les populations humaines et les populations d'animaux domestiques, si on ne prend pas garde à aussi contrôler l'antibiorésistance dans l'eau, dans le sol et au sein de la faune sauvage. Et alors, quel est l'impact sur les espèces elles-mêmes? A priori, une espèce sauvage, ça lui importe peu d'avoir un germe antibiorésistant, puisqu'on ne va pas la traiter avec des antibiotiques, ou alors c'est très rare, c'est dans les centres de soins. Mais par contre, il peut arriver qu'il y ait des gènes de virulence qui soient associés à des gènes de résistance, et donc qu'un germe résistant soit plus dangereux, entre guillemets, qu'un gène non résistant. Mais ce n'est vraiment pas la majorité, fort heureusement. Par contre, ce qui pourrait nous inquiéter, c'est que si on ne prend pas la mesure de l'importance de ces compartiments que sont l'environnement et la faune sauvage, si on s'aperçoit à un moment qu'une espèce est réservoir d'une bactérie vraiment problématique, quelles seront les mesures qu'on prendra si c'est dans l'urgence, et est-ce que ce ne sera pas des mesures qui pourraient être délétères pour la conservation de ces espèces-là? Alors, quelles sont les actions possibles? Quand on parle d'environnement, pour l'instant, c'est surtout essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, ce sont des compartiments très complexes qu'on a beaucoup moins étudiés pour l'instant en termes d'antibiorésistance, donc il reste beaucoup de choses à faire pour mieux comprendre ce qui se passe en termes de mécanismes et d'interaction. Ce qu'on voudrait faire, c'est limiter l'exposition de la faune sauvage et de l'environnement en général aux résidus d'antibiotiques et aux bactéries résistantes. Mais encore une fois, il faut comprendre comment ça se passe pour être capable de limiter. Et puis, il faut comprendre aussi les liens avec les autres types de pollution pour être capable de les prendre en compte et aussi de limiter l'impact de cette pollution sur l'émergence potentielle ou le maintien de l'antibiorésistance. Donc tout ça, ça illustre que, on l'a dit, redit, les résistances, elles évoluent plus vite que nos traitements et qu'on est obligé de comprendre tout ce qui se passe, donc non seulement dans les populations humaines, les populations d'animaux domestiques, mais aussi dans l'environnement, pour être capable de faire face à ce problème qu'est l'émergence des antibiorésistances. Et c'est une des nombreuses illustrations des liens étroits qu'il y a entre la santé humaine, la santé vétérinaire, donc des animaux domestiques et sauvages, et la santé des écosystèmes. Et encore une fois, c'est une des nombreuses illustrations du fait qu'on ne peut plus éradiquer des on ne peut plus être dans la logique d'éradiquer, de lutter contre des pathogènes ou des vecteurs. On est obligé de faire avec et de s'adapter, et donc de prendre en compte en même temps la conservation de notre santé et la conservation de la santé des écosystèmes. Pour aller plus loin, je fais un petit peu de publicité, il y a un livre qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi qui a été coordonné par différentes équipes du CNRS. Donc moi j'ai coordonné le chapitre sur l'antibiorésistance. C'est quelque chose qui est vraiment tourné vers le grand public, donc qui est très richement illustré. Où donc on a un chapitre sur l'antibiorésistance, mais vous aurez aussi des chapitres sur les maladies vectorielles, donc chikungunya, moustique tigre, etc., sur les allergies, sur les maladies des nouveau-nés, etc. Donc c'est un peu l'état des lieux des connaissances avec des exemples de plein d'études qui sont menées actuellement en France. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin par rapport à l'aspect historique dont on a parlé dans l'intervention précédente, eh bien, le livre Les maladies infectieuses, qui est paru l'année dernière, où là, on va vous parler de l'impact des maladies infectieuses sur l'histoire humaine et de l'évolution ancienne et récente de différentes grandes maladies. Donc, il y a un chapitre, encore une fois, sur l'antibiorésistance, mais on va aussi vous parler du sida, on va aussi vous parler de la dengue ou encore de la tuberculose. Et puis, donc, je vous ai mis aussi le site de l'ANSES qui travaille beaucoup sur l'antibiorésistance dans l'environnement et en milieu d'élevage. Et bien sûr, mon mail si vous voulez me poser des questions. Et je vous remercie pour votre attention.